Ma cruelle belle-mère m'a battu brutalement, mais sa propre fille lui a donné une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Bonjour, je m'appelle Sereine. Pendant des années, on m'a dit de rester silencieuse, d'être la plus mature, la plus posée. Il me félicitait de disparaître. Marcella, ma belle-mère, disait que je mettais la maison en désordre simplement par mon existence. Mon père disait, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Puis, après tout, après que mon anniversaire soit passé comme un fantôme, après qu'elle a brûlé la dernière lettre que ma mère m'ait jamais écrite, ils ont essayé de m'envoyer au loin comme si j'étais le problème. Mais que se passe-t-il lorsque la fille qu'ils ont essayé d'effacer commence à tout enregistrer? Et si la seule personne qui pouvait mettre fin à la performance de Marcella était sa propre fille? Me croiriez-vous si je disais que la vérité était plus forte que son silence? Le cliquetis délicat des couverts résonnait doucement dans les couloirs de la maison. Pas fort, jamais fort, mais juste assez pour servir de rappel silencieux. Je n'étais pas la bienvenue. Pas ce soir. Peut-être jamais. Je suis resté immobile à l'entrée de la salle à manger, la faible lumière du couloir derrière moi projetant une ombre légère sur le sol. Le reste de mon corps restait englouti dans l'obscurité, comme si ma place était là. Moitié fantôme, moitié invisible. Je les observais sans respirer. 3 chaises avaient été soigneusement tirées. 3 assiettes se trouvaient devant elles, fumant doucement. Un verre d'eau à côté de chacune, de minuscules gouttelettes glissant sur la paroi extérieure comme s'il venait d'être versé. 3, pas 4. Marcella se déplaçait avec une grâce délibérée, s'affairant autour de la table déjà parfaite, comme si elle organisait une collecte de fonds haut de gamme au lieu d'un dîner en famille. Elle a aligné les couverts. A redressé une serviette qui n'en avait pas besoin. Elle n'a jamais levé les yeux quand elle a parlé. Tu as déjà pris une collation tout à l'heure, n'est-ce pas? J'ai cligné des yeux. La dernière chose que j'avais mangée était une barre de céréales vers midi, et il était maintenant presque 19 heures, mais je n'ai rien dit. Je n'étais pas sûr si c'était une question ou juste une autre façon de dire que je n'étais pas attendu. Ma présence était accessoire. Papa était assis au bout de la table, ses lunettes glissant sur son nez, les yeux rivés sur son téléphone, lisant probablement encore les nouvelles. Il n'a pas jeté un coup d'œil aux assiettes ni au nombre de chaises. S'il l'avait remarqué, il a choisi de ne rien dire. C'était devenu son talent silencieux au fil des ans, ignorer tout ce qui était trop compliqué à gérer. Le malaise était juste un autre onglet qu'il pouvait fermer. Viora, déjà assise, a commencé à se servir de la purée de pommes de terre dans son assiette, ses cheveux blonds parfaitement bouclés rebondissant à chaque mouvement, ses ongles brillants, fraîchement peints dans une douce teinte pastel. Elle portait un nouveau pull ivoire que je n'avais jamais vu, probablement un des cadeaux, juste comme ça, de Marcella. Elle ressemblait à une publicité de magazine. Marcella m'a finalement regardé, nos regards se croisant à travers la pièce. Son sourire était petit, serein, presque doux, mais ses mots étaient autre chose. Certaines places, dit-elle, sa voix lisse comme du marbre poli, se méritent. Puis elle s'est assise, lente et posée, comme si sa phrase n'avait pas juste brisé quelque chose dans la pièce. Je me suis retourné et je suis parti avant que le bruit du dîner ne commence vraiment, avant que les fourchettes ne heurtent les assiettes, avant que les fausses conversations ne commencent. Je n'avais plus faim. Ou peut-être que je ne pouvais simplement plus faire semblant d'en avoir. À l'étage, j'étais allongé sur mon lit. La tablette était face contre terre à côté de moi. Mon téléphone éteint. Le silence dans ma chambre semblait épais, comme du brouillard, comme de la mélasse. Il s'étirait et tirait sur les minutes, rendant le temps infini. J'écoutais. Des rires filtraient d'en bas. Le raclement des fourchettes, le tintement sourd des verres, le flux et le reflux des voix prétendant que tout allait bien. Le rire exagéré de Marcella retentissait de temps en temps. Son rire du genre « je suis si charmante ». Son rire du genre « regardez comme je suis gracieuse ». Plus tard dans la nuit, quand les bruits se sont tus et que le lave-vaisselle ronronnait doucement, je suis descendu furtivement pour boire de l'eau. La cuisine était propre. Trop propre. La table avait été débarrassée. Pas d'assiette supplémentaire ajoutée. Aucun mot laissé disant « je t'en ai gardé ». Pas de plat couvert de papier d'aluminium avec mon nom griffonné dessus. Juste rien. Seulement la chaise vide. 3 jours plus tard, c'était l'anniversaire de Viora. Je me suis réveillé avec l'odeur des brioches à la cannelle, du glaçage et du café en préparation. Ce genre d'odeur matinale festive.
J'ai regardé par la fenêtre pour voir des voitures que je ne reconnaissais pas garées dehors. Des ballons roses et dorés étaient attachés à la rampe du Porsche, se balançant doucement dans la brise. Marcella se tenait dans l'allée, guidant une femme qui portait un gâteau blanc à 3 étages vers la porte d'entrée, comme si elle manipulait quelque chose de sacré. Personne n'avait dit un mot à propos d'une fête. Ni Marcella, ni papa, ni même Viora. Je suis resté à l'étage toute la journée. La sonnette a retenti tellement de fois que j'ai perdu le compte. Au moins 8, peut-être plus. La musique a commencé vers 14 heures. Douce au début, puis plus forte. J'ai jeté un coup d'œil une fois, silencieusement, à travers la rampe en haut des escaliers. Marcella se tenait près de l'entrée, les bras autour d'une femme en pantalon de yoga et talons de créateur. Tellement contente que tu aies pu venir, dit-elle avec un large sourire. Viora est tout simplement tout. Elle est vraiment votre fierté et votre joie, a répondu la femme. Marcella rayonnait. Bien sûr, elle est mon héritage. Je me suis esquivé avant que quelqu'un ne me voie. 3 jours plus tôt, le jour de mon anniversaire, il n'y avait eu ni glaçage, ni ballon, ni vœux. Personne n'a dit un seul mot, pas même une mention en passant. Marcella n'avait même pas jeté un regard dans ma direction. J'ai emballé un livre que je possédais déjà dans du papier de Noël restant que j'avais trouvé dans un tiroir et je me suis assise sur le bord de mon lit ce soir-là. Je l'ai déballé lentement, faisant semblant pendant 5 minutes que c'était une surprise, faisant semblant pendant 10 de plus que cela n'avait pas d'importance. Maintenant, alors que la musique pulsait en bas et que les rires remplissaient chaque pièce sauf la mienne, j'étais de nouveau allongé là. Mais cette fois, ce n'était pas de la tristesse qui se nichait en moi. C'était quelque chose de plus froid, de plus tranchant. Plus tard dans la nuit, bien après le départ du dernier invité et que les ballons avaient commencé à se dégonfler, je suis redescendu. L'odeur de glaçage flottait encore faiblement dans l'air. La poubelle était juste assez ouverte pour révéler les restes du gâteau, des miettes épaisses et un éclat de glaçage qui disait « Joyeux anniversaire, Viora » en écriture cursive dorée et pailletée. Un ballon, à moitié dégonflé, reposait tranquillement dans un coin. Je me suis assise au bas des escaliers, sans pleurer, sans colère, juste immobile. Je me sentais comme une vieille peinture accrochée dans le mauvais couloir. Quelque chose d'oublié, mais trop encombrant pour être jeté. Quelque chose que vous dépassez sans jamais vraiment le voir. Un artefact dans une maison remplie de personnes vivantes. Cette nuit-là, j'ai sorti un carnet et j'ai commencé à écrire. Pas par rage, ni même par douleur, parce qu'un jour, quand ils diront que j'ai tout inventé, quand ils prétendront que j'ai déformé les choses, j'aurai chaque moment écrit, et je saurai que je ne l'ai pas imaginé. Je n'ai pas volé le bracelet. Mais cette nuit-là, j'ai volé autre chose. Ma résolution. Le lendemain matin semblait plus froid que d'habitude. Même si le thermostat n'avait pas changé, il y avait un courant d'air dans le couloir, ou peut-être juste dans mes os. Je suis passé devant la cuisine, où Marcella était déjà assise. Café dans une main, téléphone dans l'autre. Elle m'a regardé brièvement, puis a détourné le regard. Son silence ne semblait pas neutre. Il semblait chargé. J'étais à mi-chemin de mon brossage de dents quand elle a fait irruption dans ma chambre. Pas de coup à la porte, juste une tempête sous la forme d'une femme portant une boîte à bijoux en velours vide. « Où est-il » a-t-elle exigé, agitant la boîte comme si elle contenait une preuve irréfutable. Je n'ai pas eu le temps de répondre avant qu'elle ne continue. Le bracelet de Viora. Sa grand-mère le lui a donné. Tu étais dans sa chambre hier, n'est-ce pas? Je la fixais, la brosse à dents toujours à la main. Je rangeais du linge. Ah oui, dit-elle en croisant les bras. Et il se trouve que c'est la dernière fois que quelqu'un l'a vue. Voilà. Pas de préface, pas de tentative de gentillesse, juste une accusation, nette et instantanée. Je me suis rincé la bouche, toujours en silence. J'avais appris que tout ce que je disais trop vite serait transformé en preuve. N'as-tu rien à dire pour ta défense, a-t-elle insisté. Je n'ai rien pris, dis-je enfin, doucement mais fermement. Elle a secoué la tête. Ça ne suffira pas cette fois-ci. Je l'ai suivie en bas, non pas parce qu'elle me l'avait dit, mais parce que je savais où cela menait, et je n'allais pas être accusé en secret. Si elle devait me traîner dans la boue, elle pouvait au moins le faire devant les personnes qu'elle prétendait protéger. Gideon était à la table de la cuisine, tapant quelque chose sur son ordinateur portable, lunettes sur le nez, café fumant. Viora était assise à proximité, sirotant du jus d'orange, sans lever les yeux.
Marcella est entrée la première, puis a fait un geste vers moi. Nous devons avoir une conversation. Gideon a levé les yeux. Maintenant? Oui, maintenant. Sa voix avait ce ton tranchant. Celui contre lequel il ne protestait jamais. Elle a volé le bracelet de Viora, dit Marcella en me regardant directement, comme si j'étais un objet soumis à un contre-interrogatoire. Celui avec les breloques en argent. Tu te souviens, n'est-ce pas? Gideon soupira en se frottant le front. Est-ce que c'est vraiment? Il a disparu. Elle était la dernière dans la chambre. Je ne saute pas aux conclusions, Gideon. Je relis les points. Je n'ai rien pris, ai-je répété calmement. Viora ne levait toujours pas les yeux. Marcella se tourna vers moi, le ton sec. Je n'aurais jamais pensé devoir dire ça, mais nous t'avons mieux élevé. Ce mot, nous, a atterri lourdement, comme si elle avait eu le moindre rôle dans mon éducation. J'ai regardé Gideon. Il n'a pas bougé. Il ne m'a pas défendu. Il n'a même pas posé de questions. Il a juste fixé son café, comme s'il contenait toutes les réponses. Marcella s'est approchée. Cette maison fonctionne sur la confiance. Et quand quelqu'un brise cette confiance, il y a des conséquences. Je voulais crier. Je voulais demander, quelle confiance? Mais au lieu de cela, je suis resté là, l'air autour de moi épais de jugement. J'avais l'impression d'être à l'extérieur de mon propre corps, regardant une fille être accusée de quelque chose qu'elle n'avait pas fait par une femme qui ne l'avait jamais serrée dans ses bras. Marcella a croisé les bras. Dis que tu es désolé. Je ne l'ai pas pris. Dis-le quand même, siffla-t-elle. Pour le bien de cette famille. Encore ce mot. Famille, utilisé comme une arme. J'ai regardé Viora. Elle a enfin levé les yeux et a rencontré les miens. Il y avait quelque chose là. De l'hésitation, peut-être de la culpabilité. Mais elle n'a rien dit. Elle a posé son jus sans le finir. Je suis désolé, ai-je dit. Pas à elle, pas à Marcella, mais à l'espace entre nous. Juste pour que ça se termine. Marcella a hoché la tête, comme si elle avait gagné quelque chose. Merci, dit-elle. Maintenant, va dans ta chambre. J'ai monté les escaliers lentement, chaque marche résonnant plus fort que la précédente. Je me suis assise sur le bord de mon lit, le dos droit, les mains sur mes genoux. Des heures ont passé. Ce soir-là, Viora a trouvé le bracelet sous le coussin du canapé. Elle l'a dit tranquillement à Marcella dans la cuisine. Je l'ai entendu depuis le haut des escaliers. Marcella n'est pas montée pour me le dire. Personne ne l'a fait. Au dîner, il n'y avait de nouveau que 3 assiettes, pas 4. Viora m'a regardé une fois mais a rapidement détourné le regard. J'attendais quelque chose, n'importe quoi. Mais le silence remplissait chaque vide de la pièce. Cette nuit-là, j'ai sorti ma tablette. Je l'utilisais principalement pour l'école, mais maintenant j'en avais une nouvelle utilité. J'ai ouvert l'appareil photo, appuyé sur enregistrer, je l'ai posé sur mon bureau, et j'ai simplement parlé. On m'a accusé aujourd'hui, ai-je commencé. Personne n'a demandé de preuves. Personne n'a même demandé si j'allais bien. Ils m'ont juste regardé et ont décidé que j'étais coupable. J'ai fait une pause. Peut-être qu'ils ne me croiront pas. Mais un jour, quelqu'un le fera, alors j'enregistre ça pour quiconque a besoin de voir la vérité. J'ai sauvegardé la vidéo, je l'ai dupliquée 2 fois, puis j'ai ouvert un nouveau dossier pour plus tard. Le lendemain matin, j'ai ajouté un autre clip. Rien de dramatique, juste une vidéo de 5 secondes de Marcella rappelant à Viora qu'elle était la seule fille dans cette maison qui comptait. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste appuyé sur enregistrer. Le feu a pris ma lettre, mais il a déclenché autre chose auquel je ne m'attendais pas. La clarté. Cette clarté n'est pas apparue d'un seul coup. Elle est arrivée discrètement, comme le givre sur les fenêtres au petit matin. Au début, c'était juste un changement dans ma façon de voir les choses, le temps que je m'attardais à une porte, la netteté avec laquelle je remarquais un silence qui me semblait autrefois inoffensif. La nuit suivante, je me suis assise à mon bureau et j'ai pris une feuille de papier propre. La première était partie en fumée, mais j'avais encore quelque chose à dire. J'ai écrit avec soin, comme si chaque mot comptait, parce que c'était le cas. Papa, ai-je commencé. Je n'essaie pas de créer des problèmes. Je pense juste que Marcella ne m'aime pas. Je sais que ça peut paraître dramatique,
mais je ne me sens pas en sécurité en le disant à voix haute. J'ai continué, choisissant chaque phrase avec soin. La façon dont elle m'a parlé. Le fait que je n'étais plus à table. La façon dont mon anniversaire est passé comme un mardi. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas accusé. J'ai juste dit la vérité aussi simplement que possible. J'ai plié la lettre 3 fois, je l'ai glissée dans une enveloppe et je l'ai nichée entre les dossiers dans sa mallette en cuir quand il l'a laissée ouverte près de la porte d'entrée. Il devait partir pour une conférence d'un week-end à Richmond. J'ai pensé qu'au moment où il la lirait, il serait assez loin d'elle pour la voir telle qu'elle était. Cette nuit-là, je me suis endormi avec un sentiment presque de soulagement. Il n'a pas duré 24 heures. Le lendemain soir, je suis descendu à la cuisine pour de l'eau. La maison était silencieuse. Marcella se tenait près de la cuisinière, remuant quelque chose qui sentait le bœuf et l'ail. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré, mais sa voix a tranché le silence comme du verre. Tu devrais vraiment faire attention à ce que tu écris, Sereine. Je me suis figé. Elle a fouillé dans le tiroir à côté d'elle, a sorti un morceau de papier familier, maintenant froissé, plié. Ma lettre, mon écriture, mes mots. Je suis surprise, a-t-elle continué, de voir à quel point tu penses comprendre et à quel point tu comprends peu en réalité. Je suis resté là, la gorge sèche. As-tu lu ma? Je lis tout dans cette maison, a-t-elle interrompu. Surtout les choses laissées dans des endroits où elles ne devraient pas être. Elle s'est retournée vers la cuisinière comme si c'était juste un mardi ordinaire. J'ai attendu. Une partie de moi s'attendait à ce qu'elle me fasse la morale, qu'elle me menace, mais au lieu de cela, elle s'est penchée vers l'évier, a attrapé le briquet sur le comptoir et, sans cérémonie, a allumé le bord de la lettre. Elle a pris feu instantanément, se recroquevillant en noir. Elle l'a laissé tomber dans l'évier où elle a fumé, puis a disparu. La prochaine fois, a-t-elle dit, tu devrais peut-être essayer un journal intime avec un cadenas. Je suis remontée à l'étage, tremblante. Pas de peur, exactement. De la confirmation amère que même le plus petit effort pour être entendu était traité comme une rébellion. Les jours ont passé, mais ils ne sont pas passés tranquillement. La tension dans la maison bourdonnait sous tout. Chaque tintement de fourchette, chaque porte fermée. Gideon est parti pour Richmond sans jamais mentionner la lettre. J'avais ma réponse. Puis est arrivé le texto. Je faisais mes devoirs sur le sol du salon quand mon téléphone a vibré. Le message venait du contact de papa, Marcella dit que tu as du mal avec les limites. Nous parlerons à mon retour. Papa. Je l'ai lu 3 fois. Quelque chose dans le ton. Du mal avec les limites? Ce n'était pas sa façon de parler. Et il ne signait jamais ses textos avec « papa ». Mon estomac s'est noué. Je suis monté, j'ai sorti ma vieille tablette et j'ai ouvert les paramètres de contact de mon téléphone. J'ai parcouru les messages, comparant les horodatages. Les informations de contact avaient été subtilement modifiées, mais suffisamment. Le numéro d'où provenait le message n'était pas le sien. Marcella m'avait envoyé un texto de son téléphone, se faisant passer pour lui. Je me suis assise sur mon lit, le cœur battant. Elle avait lu ma lettre, l'avait brûlée, et maintenant elle avait planté de faux mots dans ma tête comme s'il venait de la seule personne en qui je gardais encore espoir. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis assise sur les marches du porche, enveloppée dans mon sweat à capuche, regardant la vapeur de mon souffle se mélanger à l'air vif de janvier au-dessus de moi. Les étoiles clignotaient comme si elles essayaient d'envoyer un message. Peut-être qu'elles le faisaient. Je suis restée assise là pendant plus d'1 heure. Puis je suis rentrée, j'ai allumé la lumière du couloir et je suis allé directement dans ma chambre. J'ai pris la tablette sur mon étagère. Pour la première fois, j'ai ouvert l'appareil photo, non pas pour les devoirs ou des vidéos idiotes, mais avec intention. J'ai appuyé sur enregistrer. Je m'appelle Sereine. J'habite à Ashburn, en Virginie. J'ai 14 ans. Voilà à quoi ressemble le gaslighting dans sa propre maison. J'ai fait une pause. Ce soir, j'ai reçu un message de quelqu'un se faisant passer pour mon père. Ce n'était pas lui. J'ai vérifié. J'ai inspiré, calme, sans trembler, sans peur. Elle a brûlé ma lettre, et maintenant elle brûle toutes les voies que j'ai pour m'exprimer. Mais je n'ai pas fini de parler. J'ai cliqué sur sauvegarder. C'était le début de quelque chose. Je ne savais pas encore quoi, mais ça ressemblait à la plus petite allumette dans une pièce très sombre.
Au cours des jours suivants, j'ai commencé à enregistrer des choses. Pas des heures de séquence, juste de petits moments. Une insulte marmonnée, une porte claquée. Marcella disant à quelqu'un au téléphone, « Je n'ai qu'une seule fille, Dieu merci. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste capturé le moment. Viora l'a remarqué une fois. J'ai vu ses yeux se diriger vers la tablette inclinée près de la lampe de mon bureau, mais elle n'a rien dit. Pas encore. Un après-midi, je suis passé devant le miroir du couloir et j'ai aperçu mon reflet. Je semblais la même, mais quelque chose avait changé derrière mes yeux. Je n'espérais plus que quelqu'un me sauve. Je me préparais à me sauver moi-même. Cet email n'a pas seulement supprimé mon nom. Il a confirmé le sien comme étant l'ennemi. C'est arrivé un mercredi, quelques jours après que j'ai enregistré le clip sur le faux texto. La semaine avait commencé calmement, avec Marcella maintenant un calme calculé. C'était presque pire que les cris, un silence assez tranchant pour couper. Ce matin-là, j'ai vérifié mon email de l'école pendant la deuxième période. La plupart des messages étaient les mises à jour habituelles de l'emploi du temps, les menus du déjeuner et un rappel pour soumettre un projet de science, mais un objet de message s'est démarqué, notification de statut de bourse d'études. J'ai tapé dessus. L'email était bref, clinique. Chère Sereine, nous avons le regret de vous informer que la bourse de l'initiative des érudits doués d'Ashburn a été réattribuée à un autre candidat. Nous vous remercions de votre participation et de votre excellence académique continue. Ma poitrine s'est immobilisée. J'ai fixé l'écran pendant une bonne minute, relisant chaque ligne comme si j'avais manqué quelque chose. Peut-être que j'avais mal compris. Peut-être que c'était une erreur. J'avais les meilleures notes. Ma candidature avait été examinée et approuvée il y a 2 semaines. Madame Elora m'avait même félicité en personne, disant qu'elle m'avait elle-même proposé. Au déjeuner, je l'ai trouvée près du bureau de la conseillère, sirotant un café dans une tasse en céramique qui disait « Soyez gentil ». Elle a levé les yeux et a souri en me voyant. « Salut, Sereine. Tout va bien ?» Je lui ai tendu mon téléphone sans parler. Elle a lu l'email, ses sourcils se fronçant. « Attends, quoi ? Ça ne peut pas être vrai. Ton dossier a été signalé comme l'un des 2 meilleurs de tout le district. » Elle s'est immédiatement tournée vers son ordinateur et a ouvert ma candidature. J'ai regardé son expression passer de la confusion à quelque chose de plus lourd. « Il y a une note ici, dit-elle. De la maison. » « De qui ?» ai-je demandé, bien que j'ai déjà une idée. Elle a parcouru le dossier. « Un journal d'appel de Marcella Edwards. Il dit que tu as eu des problèmes de comportement récents et qu'elle craint que la pression supplémentaire d'une bourse puisse affecter ta stabilité émotionnelle. » J'ai cligné des yeux, mais mon visage n'a pas changé. J'avais cessé de réagir comme les gens s'y attendaient il y a longtemps. « Il n'y a aucune documentation, a-t-elle poursuivi. Pas de rapport, pas d'incidents enregistrés. C'est juste une note. Communication verbale marquée comme préoccupation du tuteur. C'est inhabituel. » J'ai regardé le sol, la mâchoire serrée. Alors c'est tout ? Ils l'ont cru sur parole et ont retiré la bourse. Madame Elora avait l'air peinée. Je suis tellement désolé. Je n'en avais aucune idée. Ce n'est pas la procédure standard. Je vais demander une révision. Non, dis-je, la voix calme mais froide. C'est bon. Elle cligna des yeux. Tu es sûr ? J'avais juste besoin de savoir comment c'était arrivé. Maintenant, je sais. J'ai quitté son bureau sans un autre mot. Je ne suis pas allé à mon cours suivant. J'ai fait le tour de l'école 2 fois, puis j'ai pris la longue route pour rentrer chez moi, le téléphone serré si fort que mes phalanges sont devenues pâles. Quand je suis rentré, la maison était silencieuse. Marcella était à la table de la salle à manger, ordinateur portable ouvert, tasse à côté d'elle, se présentant toujours comme la femme au foyer productive. J'ai brandi mon téléphone, l'email toujours ouvert. Ils ont repris la bourse. Elle a levé les yeux, calme comme toujours. Oh, c'est malheureux. J'ai attendu, observant ses yeux. Pas de vacillement, pas de culpabilité. C'est toi qui l'as fait, dis-je. Elle a attrapé son thé et a pris une gorgée. Je ne fais que protéger ton image, chérie, dit-elle nonchalamment. Tout le monde ne gère pas bien la pression. J'ai failli rire. Alors maintenant je suis instable ? Tu es jeune, sensible. Tu réfléchis trop.
En retirant mon nom de quelque chose que j'ai mérité? Elle a haussé les épaules. Tu auras d'autres chances. Celle-ci n'était pas un bon choix. Je sais ce qui est le mieux. Je me suis approché. L'espace entre nous était petit mais lourd. Tu leur as menti. Elle a souri, presque maternellement. Je les ai guidés. À ce moment, Viora est entrée du jardin, les écouteurs autour du cou. Elle s'est arrêtée en nous voyant, sentant la tension. Ses yeux se sont tournés vers moi, puis vers Marcella. Je voulais crier, lui crier, parle, dis quelque chose, n'importe quoi. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée là, incertaine, puis s'est tournée et est allée à la cuisine. Marcella m'a jeté un dernier regard. Le genre de regard que les gens jettent aux animaux de compagnie dont ils se sont lassés. Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis assise sur le lit, sans pleurer, sans faire les 100 pas, juste immobile. Puis j'ai ouvert ma tablette. J'ai allumé la caméra frontale, j'ai regardé l'objectif et j'ai appuyé sur enregistrer. Je m'appelle Sereine, dis-je lentement, et j'ai mérité une bourse que je ne recevrai jamais parce que ma belle-mère a passé un coup de téléphone. J'ai tenu mon téléphone devant la caméra, l'email visible. C'est ce qui s'est passé quand j'ai fait quelque chose de bien. C'est elle qui me l'a enlevé. J'ai sauvegardé la vidéo et je l'ai téléversée sur un disque privé. Protégé par un mot de passe, caché. Cette nuit-là, je me suis murmuré à moi-même en fixant le plafond, allongé dans mon lit. J'ai fini de m'excuser d'être visible. Elle ne m'a pas brisé cette nuit-là, mais elle a brisé le silence. Une semaine plus tard, Marcella a organisé l'une de ses fameuses « soirées entre filles », ce qui signifiait que la maison sentait le poulet au citron et les desserts dignes de Pinterest, et que les meubles avaient été réarrangés juste assez pour avoir l'air mis en scène mais décontracté. Le genre de dîner où elle s'assurait que les bouteilles de vin étaient tournées juste comme il faut pour la caméra et que les serviettes étaient pliées comme si elles appartenaient à des couvertures de magazines. C'était aussi le genre de nuit où je devais m'asseoir tranquillement, sourire quand on me parlait et ne pas trop en dire. J'avais l'habitude d'être invisible, mais cette fois-ci était différente. Cette fois, elle m'a invité à m'asseoir à table. Marcella s'était positionnée en bout de table. J'ai pris ma place habituelle, celle près de l'extrémité, pas tout à fait à côté de quelqu'un, pas tout à fait en face de quelqu'un, juste là, présente mais périphérique. Elle a commencé son toast de manière aussi prévisible que jamais, aux femmes fortes qui élèvent des filles fortes. Son verre a teinté doucement. Et à Viora, a-t-elle ajouté, se tournant vers sa fille, qui vient de terminer sa dernière dissertation pour les candidatures anticipées à l'université. Les femmes autour de la table ont applaudi. Quelqu'un a dit, c'est incroyable, ma chérie. Marcella rayonnait. Elle est notre étoile brillante. Puis ses yeux se sont tournés vers moi, et le ton de sa voix s'est adouci, comme si elle était sur le point de complimenter le chien de la famille. Et Sereine, a-t-elle ajouté avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux, est notre silencieuse. Si posée. Ce genre de force, la force silencieuse, c'est tout aussi puissant. La salle a hoché la tête en signe d'approbation, comme si on m'avait donné un trophée. J'ai esquissé un sourire crispé, mais ma poitrine brûlait. Posée. Silencieuse. Une force si silencieuse qu'elle pourrait aussi bien être une absence. Je suis restée assise pendant le reste du dîner, mâchant lentement, sentant le poids de leurs éloges comme une laisse. Elles ne savaient pas qu'elles applaudissaient une version de moi qui n'était pas réelle, une que Marcella avait soigneusement construite. Plus tard dans la nuit, en ramassant les plats de la table à manger, je suis passé à côté du sac à dos de Viora, laissé négligemment dans le couloir. Quelques papiers en étaient sortis, et l'un a attiré mon attention. Pas à cause du titre, mais parce qu'il portait mon nom. Je l'ai ramassé. Nous vous remercions de votre intérêt pour notre programme préuniversitaire d'écriture créative. Nous avons le regret de vous informer que... Je me suis figé. La lettre m'était adressée, mais je n'avais jamais postulé à ce programme. Je m'en serais souvenu. Mon nom, mon email, mon adresse, mais la mise en forme était incorrecte. L'échantillon d'écriture joint n'était pas le mien. Je suis resté là une minute entière, le cœur battant. Il ne fallait pas être un génie pour assembler les pièces. Marcella avait soumis une fausse candidature en mon nom avec un échantillon faible, juste assez pour s'assurer que je ne sois pas accepté. J'ai emporté la lettre dans ma chambre et l'ai comparée avec les documents de candidature que j'avais sauvegardés sur ma tablette. C'était si évident, trop évident,
presque comme si elle n'avait même pas essayé de le cacher. Ou peut-être qu'elle ne pensait pas que je faisais attention. Le lendemain matin, après que tout le monde soit parti pour l'école ou les courses, je suis entré dans la chambre de Viora. Elle se peignait les ongles sur le sol, de la musique jouant dans ses écouteurs. Je me suis assise sur le bord de son lit et j'ai attendu qu'elle me remarque. Quand elle l'a fait, elle a retiré un écouteur. Quoi? J'ai brandi la lettre. Son visage s'est un peu vidé de son sang. Pourquoi ta mère a-t-elle besoin que j'échoue pour que tu brilles, ai-je demandé, ma voix calme et pointue. Je ne lui ai rien demandé, a-t-elle marmonné. Mais tu ne l'as pas arrêté non plus. Elle essaie juste d'aider, a-t-elle dit, bien que sa voix manque de conviction. Aider qui? Viora n'a pas répondu. Je ne suis pas ta concurrente, Viora, ai-je continué. Je ne l'ai jamais été. Tu aurais pu dire quelque chose. Tu le peux encore. Elle a levé les yeux, et pour la première fois, je l'ai vue. Pas de défi, pas de supériorité, juste de la honte. Tu crois que j'aime ça, a-t-elle lâché. Être observée tout le temps, devoir être parfaite tout le temps. J'ai cligné des yeux. Ce n'était pas la réponse que j'attendais. Elle dit que je suis son héritage, dit-elle doucement, presque pour elle-même. Mais je ne sais même pas qui je suis la moitié du temps. Il y eut une pause, lourde et inhabituelle entre nous. Puis elle a remis ses écouteurs et s'est détournée. Je ne l'ai pas suivie. De retour dans ma chambre, j'ai de nouveau regardé la lettre. J'avais toujours su que Marcella était calculatrice, mais maintenant je savais qu'elle n'essayait pas seulement de m'effacer. Elle construisait un récit, un où je n'ai jamais existé en tant que personnage de fond discret. J'ai ouvert mon journal et j'ai écrit, c'est la limite. La prochaine fois qu'elle touchera à ma vie, je répondrai. Pas violemment, pas cruellement, juste honnêtement. Ce soir-là, je n'ai rien filmé. Je n'ai rien posté. Je n'ai pas crié. Je suis resté avec moi-même. J'ai respiré. J'ai laissé la clarté de ce que je savais maintenant s'imprégner dans mes os. Elle ne m'a pas brisé cette nuit-là, mais elle a brisé le silence. Ils voulaient que je parte, mais maintenant ils souhaiteront que je sois restée silencieuse. C'est par un froid après-midi de jeudi que le message est arrivé. Je venais de descendre du bus scolaire, le vent mordant à travers ma veste, quand mon téléphone a vibré dans ma poche. L'écran s'est allumé avec un nom familier, Papa. Mais au moment où j'ai lu le texto, j'ai su que quelque chose n'allait pas, nous pensons qu'il est préférable que tu passes un peu de temps loin. Marcella a trouvé un programme en internat qui t'aidera à te concentrer. Il n'y avait pas de « salut », pas de « je t'aime », pas d'utilisation de mon nom, juste un verdict tapé comme une alerte météo. Je suis resté sur le trottoir, fixant l'écran alors que des enfants me poussaient en passant. Je l'ai relu, puis une troisième fois. Mes mains tremblaient. Pas à cause du froid. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Mon silence était déjà ce qu'ils attendaient. À l'intérieur de la maison, tout était normal. Marcella était dans la cuisine, coupant des légumes comme si elle n'avait pas juste essayé de m'expédier hors de la famille. Gideon n'était pas encore rentré. Viora était dans sa chambre, prétendant probablement que rien de tout cela ne la concernait. Je suis monté, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis assise sur le bord de mon lit. Les murs de ma chambre semblaient plus petits ce jour-là, pas physiquement, mais émotionnellement, comme si l'espace lui-même avait conspiré pour rétrécir autour de moi. Cette nuit-là, j'ai cherché quelque chose que je n'avais pas touché depuis plus d'1 an. J'ai fouillé dans le tiroir du bas de ma bibliothèque derrière de vieux cahiers jusqu'à ce que je trouve le roman relié que ma mère m'avait offert pour mon 10e anniversaire. Je ne l'avais pas ouvert depuis son décès. J'avais l'habitude de dormir avec, à côté de moi, comme une armure. J'ai feuilleté les pages lentement. La reliure craquait encore. Le papier sentait encore faiblement son parfum. Et elle était là, nichée entre le chapitre 11 et le chapitre 12. Une lettre, son écriture. Sereine, si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis pas là comme je le souhaiterais. Mais tu es forte, mon bébé. Tu l'as toujours été. Et quelle que soit la tempête qui arrive, souviens-toi de qui tu es. Ils n'ont pas le droit de réécrire ça. Je l'ai lu 3 fois avant de la replier dans le livre et de la glisser sous mon oreiller. Mon rythme cardiaque a enfin ralenti. Le lendemain matin, je suis parti tôt pour l'école. Quand je suis revenu dans l'après-midi, le livre avait disparu. J'ai retourné ma chambre, chaque étagère, chaque tiroir,
même sous le lit. Rien. J'ai couru en bas. Marcella pliait du linge sur le canapé, son ton aussi calme que jamais. Tu cherches quelque chose? Je n'ai pas répondu. Elle n'a pas attendu. Si tu demandes pour le livre, il est à la poubelle, avec la lettre. Ma gorge s'est asséchée. Tu n'en avais pas le droit. J'ai tous les droits, dit-elle en pliant une serviette. Cette lettre te maintenait lié à un deuil que tu refusais de laisser partir. Tu dois aller de l'avant. C'est à ça que sert cet internat. Ce n'était pas à toi, dis-je, la voix tremblante. Rien de tout ça ne l'est. Marcella se leva, les bras croisés. Tu n'as pas à décider ce qui est le mieux pour toi, sereine. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu veux dire parce que je ne suis pas ta fille? Sa mâchoire se serra. Ne déforme pas mes mots. Je ne déforme rien, dis-je. Tu n'aimes juste pas quand quelqu'un voit derrière le rideau. À ce moment, la porte d'entrée s'est ouverte. Gideon est entré, mallette dans une main, cravate à moitié dénouée. Il avait l'air fatigué, plus vieux que la semaine dernière. Marcella se tourna vers lui comme si de rien n'était. Nous parlions juste du programme que j'ai mentionné. Je me suis tourné vers lui, les yeux brûlants. Est-ce vrai que vous m'envoyez au loin? Il fit une pause, ses yeux passant de l'une à l'autre. Je pense que ça pourrait être bon pour toi, dit-il lentement. Un nouvel environnement, une chance de repartir à zéro. Repartir à zéro de quoi, ai-je lâché? De la version de moi qui ne la met pas mal à l'aise. Sereine, dit-il en levant une main. Ne faisons pas ça maintenant. Bien sûr, ne faisons pas ça. Ne faisons rien qui pourrait révéler la vérité. Je l'ai fixé un moment. Le silence entre nous ne ressemblait pas à de la distance. Il ressemblait à un choix. Je suis passé devant eux deux, j'ai monté les escaliers et je suis entré dans ma chambre. Ce soir-là, je me suis assise dans le jardin, sweat à capuche relevée, genoux ramenés contre ma poitrine. Le ciel était devenu violet, les premières étoiles scintillant. Mon souffle sortait en bouffées de vapeur. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'appareil photo et je l'ai appuyé contre la lumière du porche arrière. J'ai appuyé sur enregistrer. Je m'appelle Sereine. J'habite à Ashburn, en Virginie. J'ai 14 ans, et ma famille essaie de m'envoyer au loin. J'ai fait une pause. Ma belle-mère a jeté la dernière lettre que ma mère m'ait jamais écrite. Elle a dit que le deuil me rendait faible, mais ce n'est pas le deuil qui m'affaiblit. C'est le silence. J'ai regardé l'objectif. Si c'est l'exil, je choisis la rébellion. J'ai arrêté l'enregistrement et je l'ai téléversé dans mon dossier verrouillé. Puis j'ai ouvert mon email et j'ai joint la vidéo à un message pour Madame Elora. Objet, au cas où quelque chose arriverait. Je n'ai pas attendu le courage. J'ai cliqué sur envoyer. La maison qu'elle dirigeait par le silence est juste devenue une scène où son masque s'est fissuré et nous étions tous en train de regarder. Je n'avais pas prévu que ça se passe comme ça. J'avais seulement l'intention d'enregistrer un schéma, de garder une trace, de construire un dossier lent et régulier. Mais quelque chose dans cette matinée semblait étrange. C'était début mars. Le vent dehors prétendait encore que l'hiver n'avait pas renoncé. Le soleil n'avait pas complètement percé les nuages, et à l'intérieur de la maison, c'était trop calme pour être rassurant. Ce genre de calme où l'on sait que c'est la respiration avant un cri. Marcella était de nouveau dans la cuisine, faisant les 100 pas et marmonnant à propos des enfants qui ne respectent pas les limites. J'ai gardé mes distances. Je savais qu'il ne valait mieux pas répondre. J'ai ramassé mon livre sur la table du salon où je l'avais laissé la veille. Dos vers le haut, pages écartées exactement là où je m'étais arrêté. Tu as encore laissé ça ici, dit-elle sèchement, son ton comme si elle venait de trouver un cafard dans le réfrigérateur. Ce n'est pas ta bibliothèque personnelle. Ce n'était qu'un livre, dis-je en gardant une voix égale. Ses talons claquèrent contre le carrelage alors qu'elle se dirigeait vers moi. Et c'est comme ça que ça commence. D'abord un livre, puis un désordre, puis une raison pour que les gens disent que je ne tiens pas une maison propre. Elle a attrapé le roman et l'a fait tomber de la table. Il a atterri près de mes pieds avec un bruit sourd. Les pages se sont pliées. Tu ne vas pas saboter mon espace avec ton chaos. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle n'avait même jamais envisagé, c'est que juste au bout du couloir, nichée sur une étagère, ma tablette était ouverte et enregistrait. Pas seulement ça, elle diffusait en direct.
J'avais activé le paramètre la veille, décidant de faire un test, de voir si les images pouvaient se synchroniser en direct sur un service de cloud que j'avais mis en place avec l'aide de Madame Elora. Je ne m'attendais à rien attraper, pas comme ça, mais c'était là. Ses mots, sa voix, sa main frappant le livre, et chaque seconde de cela était en direct. À ce moment, je ne savais pas qui regardait. Je savais juste que quelqu'un le faisait. Je me suis penché et j'ai ramassé le livre, le cœur battant mais le visage impassible. Marcella me fixa. Range tes affaires, sereine. Un jour, quand tu ne seras plus choyé, tu comprendras ce qu'il faut pour maintenir l'ordre. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. De l'autre côté de la ville, dans la cafétéria de l'école, Viora était assise en face d'une fille qui était à mi-chemin de mordre dans un sandwich. La fille a arrêté de mâcher et a poussé son téléphone sur la table. « N'est-ce pas ta maison ?» Viora cligna des yeux, confuse, puis prit le téléphone et regarda. La diffusion en direct passait sans filtre ni contexte. Sa mère, ma voix, le bruit sourd du livre heurtant le sol, le ton auquel même moi j'étais devenu insensible. La cafétéria bourdonnait de conversations à voix basse. 2 autres téléphones ont affiché la vidéo. Quelqu'un a chuchoté, « C'est vrai, ça ?» Viora se leva, la bouche sèche. Elle ne dit rien. Elle est juste sortie de la pièce, laissant son plateau, ses livres, tout. Elle n'est pas rentrée à la maison cette nuit-là. Je l'ai appris le lendemain matin au bureau de la conseillère d'orientation, où j'avais été convoqué de manière inattendue. Madame Elora était assise derrière son bureau, exceptionnellement silencieuse. Elle me regarda comme quelqu'un qui essaie de traiter quelque chose de massif mais ne voulant pas l'écraser. J'ai vu la diffusion, dit-elle finalement. J'ai attendu. Tu documentes depuis des semaines, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Sais-tu qui l'a partagé? Non, dis-je honnêtement. Ce n'était pas censé devenir public. Elle se pencha en avant. Quelqu'un a extrait la diffusion et l'a envoyée à 3 membres du personnel de l'école et à l'association des parents d'élèves. Mon souffle se coupa. C'était anonyme, dit-elle. Mais je ne pense pas que ça importe encore. Ce qui importe, c'est que c'est sorti, et les gens l'ont vu. Ce week-end-là, l'école organisait une exposition annuelle des élèves. Parents, enseignants et administrateurs se sont tous entassés dans l'auditorium. Chaque année, il y avait une courte vidéo récapitulative des projets des élèves. Viora faisait partie du comité qui aidait à la montée. J'étais assise 3 rangées en arrière, ne m'attendant à rien d'autre qu'un autre rappel que je n'étais jamais la fille exposée. Mais alors que la vidéo commençait, le ton a changé. Des clips d'élèves construisant des projets scientifiques se sont estompés au noir, remplacés par une légende, « Que signifie la maison pour vous ?» Puis sont venues les images, non coupées, sans concession. La voix de Marcella, mon silence, le bruit du livre, ces mots. « Tu ne vas pas saboter mon espace avec ton chaos. » Des halètements ont résonné dans la salle. L'écran est redevenu noir. Silence. Puis une chaise a raclé. Viora s'est levée. Elle est montée sur scène sans attendre la permission, s'est approchée du micro et a regardé une salle pleine d'yeux qu'elle avait passé sa vie à essayer d'impressionner. Ce n'est pas une mère, dit-elle, sa voix claire. C'est une performance qui a mal tourné. Aucun applaudissement n'a suivi, juste un murmure, une marée basse de malaise qui a parcouru chaque rangée. Marcella était là, bien sûr, assise droite, souriant trop crispé, les yeux balayant la salle comme si elle cherchait une sortie qui ne soit pas physique. Gideon était assis à côté d'elle, figé. Viora se tourna pour leur faire face juste un instant. Puis elle quitta la scène, passant devant chaque rangée, devant moi. Elle n'a même pas baissé les yeux, elle a juste continué à marcher. Mais pour la première fois, j'ai senti qu'elle avait pris mon parti. Personne ne s'est levé pour défendre Marcella. Pas ce jour-là, pas après ça. La maison qu'elle dirigeait par le silence était devenue une scène publique, et le rideau avait été déchiré. Elle voulait un héritage. Au lieu de cela, elle a eu une leçon gravée dans le silence et la honte. Le centre communautaire d'Ashburn était décoré de bannières pastel et de chaises pliantes qui semblaient avoir été empruntées à une église locale. La cérémonie de remise du prix de la « mère de l'année de la communauté » était l'un de ces événements de petite ville où les gens sourient trop largement et applaudissent trop tôt, désespérés de se convaincre qu'ils appartiennent à quelque chose de saint. Marcella est arrivée tôt, bien sûr. Elle portait de l'ivoire, pas du blanc. Le blanc,
c'est trop mariage, avait-elle dit quelques jours auparavant. L'ivoire est mature, élégant. Elle l'a associé à des perles qui brillaient juste assez sous les lumières de la scène et à un sourire qui avait été répété dans un miroir de salle de bain. Viora marchait à côté d'elle, les lèvres pressées en une ligne polie. Aucune émotion, juste une présence. Gideon suivait, les épaules plus tendues que je ne l'avais jamais vu. Il ne tenait pas la main de Marcella. Il ne marchait même pas à côté d'elle. Il était juste là, comme un homme qui avait finalement commencé à se demander si le silence lui avait trop coûté. J'étais assise près du fond de la salle, pas dans la rangée familiale, pas sur scène, juste un autre siège dans la foule. La femme qui animait l'événement n'était que sourire et fausse joie. Elle a parcouru une longue liste de faits marquants de la communauté avant de finalement présenter Marcella. Et maintenant, dit-elle, la voix douce comme du sirop, veuillez accueillir notre mère de l'année de la communauté, Madame Marcella Edwards. Les applaudissements ont suivi, polis, bref. Marcella est montée sur la scène comme si elle avait été construite juste pour elle. Elle s'est approchée du microphone, les épaules droites, les dents étincelantes. Mais avant qu'elle ne puisse parler, l'écran derrière elle a vacillé. Il n'y a eu aucune annonce, aucune préparation, juste une obscurité soudaine, puis une vidéo. Elle a commencé par une prise de vue de l'intérieur de notre salon. Les images granuleuses étaient sans équivoque. La voix de Marcella a résonné dans les haut-parleurs. Tu ne vas pas saboter mon espace avec ton chaos. Des halètements ont brisé le silence de la salle. Un autre clip. Elle jetant le livre que ma mère m'avait donné. Puis un de plus. Elle souriant en disant, le deuil te rend faible. Nous allons de l'avant. C'est ce dont cette famille a besoin. La vidéo n'était pas montée pour le drame, pas de narration, pas de musique, juste des moments bruts. Ces mots, ces actions, et puis, juste un instant, une photo fixe de moi assise seule à la table du dîner. Pas de commentaires, juste la vérité. L'écran s'est estompé au noir. Aucun applaudissement n'a suivi. Marcella est restée figée, les doigts crispés sur le podium. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Du côté de la scène, Viora s'est avancée. Elle n'a pas pris le micro. Elle a juste parlé, sa voix portant. Je pensais que ma mère était quelqu'un à admirer, a-t-elle commencé, calme et stable. Je sais maintenant qu'elle m'a appris à mentir pour se protéger. La salle a éclaté, non pas en applaudissements, mais en murmures, en choc, en dégoût, en confusion. Marcella se tourna vers sa fille, les lèvres entr'ouvertes. Viora, pas ici. Mais c'était déjà fait. Viora a quitté la scène sans un autre mot. Gideon se leva lentement. Il n'a rien dit non plus, il a juste suivi Viora. Marcella est restée, maintenant vraiment seule. L'animatrice est retournée maladroitement sur scène, clairement secouée. Merci, Marcella, et merci à tous d'être ici. Personne n'a applaudi. Après la cérémonie, les gens ont commencé à sortir, certains plus vite que d'autres. Je suis resté dans le hall, sans me cacher, juste en attendant. Une femme de l'association des parents d'élèves s'est approchée de moi. Elle n'a pas dit grand-chose, a juste posé une main sur mon bras et a murmuré, « Nous ne savions pas. Nous vous croyons maintenant. » Un autre parent a hoché la tête en passant, évitant le contact visuel. Un professeur qui m'avait un jour qualifié de silencieuse et difficile à cerner m'a adressé un doux sourire. Je ne l'ai pas rendu. À l'extérieur du bâtiment, près de l'entrée latérale, Marcella se tenait près de sa voiture, serrant un certificat. Il n'était plus encadré, juste une simple feuille de papier épais. Viora s'est approchée d'elle lentement. Je suis resté à distance, observant. Elles n'ont pas parlé, pas un mot. Puis, sans drame, Viora a déchiré le certificat en deux. Elle a tendu un morceau à sa mère et a laissé l'autre tomber sur le trottoir. Marcella ne l'a pas ramassé. Elle ne m'a pas regardé. Elle est montée dans la voiture et a fermé la porte. Le reste d'entre nous a regardé le véhicule s'éloigner du trottoir et disparaître au coin de la rue. Elle voulait un héritage. Au lieu de cela, elle a eu une leçon gravée dans le silence et la honte. Le centre communautaire d'Ashburn s'est vidé lentement, comme un théâtre après une tragédie trop lourde pour les applaudissements. Les gens sont sortis en silence. Personne ne s'est attardé près de la table des collations ou n'a échangé de adieux raides. Ils se sont simplement éclipsés comme l'air d'un ballon dont personne n'avait réalisé qu'il se dégonflait. Marcella avait disparu la première. Fidèle à elle-même,
elle n'a pas attendu les étreintes ou les poignées de main. Elle est simplement partie. Pas de discours, pas de regard en arrière. Son absence, comme le monde soigneusement mis en scène qu'elle dirigeait autrefois, s'est effondré sans cérémonie. Pas de fracas, juste le silence. De retour à la maison, tout semblait modifié de manière petite mais indéniable. Ce n'était pas la paix, pas tout à fait, mais c'était quelque chose de plus doux que ce qui avait existé auparavant. La tension qui s'étirait autrefois à travers les murs comme un fil tendu s'était relâchée. L'espace semblait moins soigné, moins fragile. Les touches distinctives de Marcella s'étaient évaporées. Sa vaisselle en céramique soigneusement empilée, disparut du vaisselier. L'odeur de ses bougies à la vanille trop chère, remplacée par l'odeur neutre du vieux bois et de la lessive. Même le piano à queue dans le salon, autrefois strictement interdit sauf pour être poli, était maintenant ouvert, les touches nuées en attente. Quelqu'un pourrait réellement en jouer. Gideon vivait toujours dans la maison, mais il se déplaçait comme quelqu'un qui avait oublié comment marcher avec détermination. Il parlait moins, et quand il le faisait, ses phrases s'interrompaient souvent à mi-chemin, se perdant dans le silence comme du brouillard sur l'eau. Il n'était pas méchant, juste vidé. Comme s'il avait passé si longtemps à recevoir des ordres qu'il ne savait plus comment choisir ses propres pensées. La maison n'était pas guérie, mais elle avait cessé de saigner. Un après-midi, alors que je montais les escaliers avec un panier à linge sur la hanche, je suis passé devant le couloir où se trouvait le « mur de la famille ». Pendant des années, il avait affiché un défilé de photographies parfaitement alignées, des sourires mis en scène lors de fêtes d'anniversaire, des tenues coordonnées à Noël. Marcella et Viora, toujours au premier plan. J'y étais aussi, parfois. Un coup d'ici, une ombre floue en arrière-plan, un pied coupé au bord du cadre. Mais maintenant, quelque chose de nouveau était accroché au mur. Un seul cadre, en chaîne unie, ni en argent ni doré. À l'intérieur, il y avait une photo de moi, Viora et Gideon assis sur le porche. Elle devait avoir été prise juste le week-end précédent. Je ne me souvenais pas qu'on l'ait prise. Nous ne regardions pas l'appareil photo. Personne ne posait, mais je riais d'un rire franc, sans retenue, la bouche ouverte, le genre de rire qu'on ne simule pas. Nous étions pieds nus, le porche poussiéreux, la lumière du soleil coupant des angles vifs à travers les lattes. Il n'y avait pas de pulls assortis, pas de filtre, juste nous. Je suis resté là plus longtemps que prévu, les yeux fixés sur l'image. Il y avait une traction dans ma poitrine, une sorte de changement interne que je n'avais pas prévu. J'étais là depuis le début, ai-je murmuré, principalement pour moi-même. Cette nuit-là, après que tout le monde soit allé se coucher, je suis allé à la cuisine pour faire du thé. Par habitude, j'ai ouvert le tiroir à fourre-tout où Marcella gardait ses bougies d'anniversaire d'urgence, ses coupons périmés et ses piles qui ne fonctionnaient jamais. C'est là que je l'ai trouvée. Une enveloppe, jaunie et usée, coincée sous une pile de vieux menus à emporter. Je l'ai reconnue à l'instant où je l'ai touchée. Mon souffle s'est coupé. C'était la photographie que Marcella avait déchirée il y a des mois. Celle de moi et maman, celle que je pensais qu'elle avait détruite dans un accès de dépit. Elle était toujours déchirée, oui, mais chaque morceau était là. Des bords déchiquetés, des plis, des froissures. Elle n'avait pas été jetée, juste cachée. J'ai disposé chaque section déchirée sur la table et j'ai lentement commencé à la reconstituer avec un rouleau de ruban adhésif transparent. Mes mains étaient stables, mais quelque chose à l'intérieur de moi tremblait. Quand j'ai eu fini, je l'ai regardée pendant un long moment. La photo n'était plus parfaite. Les lignes de ruban adhésif coupaient nos visages, tranchant à travers les sourires, la peau et la lumière du soleil. Mais elle était de nouveau entière, et cela signifiait quelque chose. Je ne l'ai pas accrochée. Je ne l'ai pas glissée dans un nouveau cadre. Au lieu de cela, je l'ai nichée entre deux pages blanches de mon journal, pressée à plat, protégée. Certaines choses ne sont pas faites pour être exposées. Elles sont faites pour être portées, recousues. Non pas parce qu'elles sont impeccables, mais parce qu'elles comptent, parce qu'elles ont survécu à ce qui a essayé de les déchirer. Le lendemain matin était étrangement chaud pour un début mars, le genre de jour où le gel hésite juste assez longtemps pour que l'herbe réapparaisse. Viora était assise sur les marches de l'entrée, les genoux serrés contre sa poitrine, les manches de son sweatshirt surdimensionné couvrant ses mains. Elle regardait la pelouse comme si elle observait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Je l'ai rejointe, lui tendant une tasse de thé chaud. Elle l'a prise et m'a regardé pendant un long moment, son expression illisible. « Je ne suis pas prête à l'appeler à nouveau maman », dit-elle doucement.
Peut-être jamais. J'ai hoché la tête. Tu n'es pas obligé. Elle a siroté son thé. Ses mains tremblaient juste un peu. Je me sens toujours coupable, a-t-elle murmuré, de ne pas avoir dit quelque chose plus tôt, de l'avoir juste laissé faire. Tu ne lui dois pas le pardon, dis-je doucement. Mais peut-être que nous nous devons la paix à nous-mêmes. Elle n'a pas répondu tout de suite, elle est juste restée assise là à côté de moi, épaule contre épaule, les yeux traçant les oiseaux dans le jardin. Un jet bleu a atterri près du bord de l'herbe, audacieux, bruyant, sans complexe. Il a sautillé quelques fois, puis s'est envolé dans le ciel avec un cri strident. La vie continuait. Désordonnée, bruyante, réelle. Plus tard dans la journée, quand la maison était de nouveau silencieuse, Gideon faisant la sieste à l'étage, Viora riant faiblement dans sa chambre lors d'un appel téléphonique, je me suis assise à mon bureau. Une page blanche m'attendait. Mais je n'écrivais pas une entrée de journal, pas un rapport, pas un autre enregistrement invisible de choses que personne d'autre ne croirait. J'écrivais une lettre. Pas à Marcella, pas à Gideon, pas même à ma mère. À moi. Ma main bougeait lentement, délibérément. Sereine, ils ne t'ont jamais vu. Mais cela ne veut pas dire que tu n'étais pas réel. Tu as tenu bon. Tu as dit la vérité. Tu n'as pas disparu. Je me suis reculé, laissant l'encre sécher, le silence autour de moi doux. Puis j'ai ajouté une dernière ligne. Je n'ai jamais été invisible. J'attendais simplement d'être vu par la bonne version de moi-même. Et pour la première fois depuis longtemps, cela semblait suffisant. Parfois, l'acte de courage le plus fort est simplement de refuser de rester silencieux. Sereine n'a pas riposté avec fureur. Elle a riposté avec la vérité. Et quand la vérité est vue, elle ne peut être ignorée. Combien de familles sont construites sur la performance alors que la vraie douleur se cache derrière les cadres photos? Si cette histoire vous a touché ou vous a rappelé quelque chose que vous avez vécu, laissez un commentaire. Nous lisons chacun d'entre eux. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires vraies qui touchent là où ça fait mal et guérissent là où c'est important.